Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien qui promet d'être très riche, car aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Guillaume Travers pour aborder une figure majeure de la sociologie allemande, pour parler avec lui d'un intellectuel de la carrure d'un Max Weber, d'un Georg Simmel, d'un Ferdinand Tönnies par exemple, à savoir Werner Sombart. Après avoir connu une immense célébrité de son vivant avec une œuvre traduite et commentée dans le monde entier, Werner Sombart a brutalement sombré dans l'oubli peu après sa mort, au point qu'il est aujourd'hui largement méconnu, du moins dans le monde francophone. Mais c'est sans compter, dirais-je, les efforts de Guillaume Travers, qui tente justement de le remettre sur le devant de la scène, et nous pouvons lui être reconnaissants pour ses efforts et pour son activité éditoriale, avec, je vais les citer ici, avec un Qui suis-je aux éditions Pardès, un numéro de Nouvelle École consacré à Werner Sombart, qu'il a dirigé, une republication à la Nouvelle Librairie de Comment le capitalisme uniformise le monde, qui est un extrait, si je ne me trompe pas, de son œuvre majeure, Le capitalisme moderne, ou encore la récente traduction en français de Amour, luxe et capitalisme aux éditions Crisis. Une activité éditoriale fort riche, donc, qui m'a donné envie d'enregistrer cette émission. Guillaume, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté mon invitation. mais merci à toi. Euh, comme je l'ai dit, une activité fort riche et on va pouvoir parler en détail de Werner Sombart. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à nos auditeurs, nous parler un peu de ton parcours, de ton domaine d'études principal, de ton travail aussi pour l'Institut Iliade, car j'ai oublié de le préciser, tu es un auteur important de l'Institut Iliade. Voilà, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? Tout à fait. Alors moi, je baigne dans le monde des idées depuis déjà assez longtemps. Mon premier domaine, c'est l'économie et l'histoire de la pensée économique, puisque je suis et j'enseigne donc l'économie professionnellement. Et puis par ailleurs, je m'intéresse beaucoup à l'ensemble des sciences sociales, ce qui m'a amené à écrire sur des sujets beaucoup plus historiques, sociologiques, anthropologiques. Euh, je collabore notamment à la revue Éléments depuis plusieurs années, pour laquelle j'ai écrit beaucoup d'articles sur tous ces sujets-là. Et puis, je collabore depuis des années également à l'Institut Iliade, pour lequel j'ai publié donc trois essais, et puis quelques autres essais à la Nouvelle Librairie ou ailleurs. Et puis plus récemment, donc effectivement, tout un corpus autour de Werner Sombart, qui est un penseur parmi beaucoup d'autres, évidemment, qui m'intéresse particulièrement. Mhm. Euh, mais justement, pour commencer, il serait peut-être intéressant d'expliquer aux auditeurs les raisons de ton intérêt pour Werner Sombart. Pourquoi s'intéresser à lui aujourd'hui? Après tout, si son œuvre est tombée dans l'oubli, on pourrait se demander est-ce que c'est parce qu'elle est dépassée intrinsèquement, ou bien pouvons-nous encore apprendre de lui? Alors, je pense qu'il y a à la fois on peut chercher à expliquer pourquoi est-ce que Sombart est tombé dans l'oubli. C'est d'ailleurs de le faire un peu dans mon Qui suis-je. Et je pense qu'il y a des raisons qui tiennent en partie au volume de ses livres, au style qui est parfois peut être un peu difficile ou un peu copieux. Mais il y a aussi de très bonnes raisons, évidemment, de s'intéresser à lui. Et l'une d'entre elles, en tout cas, il y en a plusieurs, mais l'une d'entre elles, c'est que c'est quand même lui qui introduit le terme de capitalisme dans le monde universitaire. Le terme existait déjà un petit peu à la fin du 19e dans des milieux assez marginaux, mais qui lui donne une assise proprement universitaire, c'est réellement Sombart, dans son très grand livre de 1902, Le capitalisme moderne, et quasiment toute l'œuvre, en tout cas une très grande part de l'œuvre de Sombart, est consacrée à essayer de comprendre ce qu'est le capitalisme, à essayer de faire une généalogie du capitalisme. Et je crois que donc, dès lors qu'on s'intéresse au système économique moderne, contemporain, son œuvre est relativement indispensable et je crois très différente de beaucoup d'autres œuvres. On peut penser à Marx ou à bien d'autres qui essaient d'expliquer plus ou moins la même chose. Je crois qu'il y a vraiment des idées très très neuves chez Sombart. On pourra également parler de ses apports en sociologie ou sur tout ce qui touche à la troisième voie, à la révolution conservatrice, où là aussi je crois qu'il y a vraiment des contributions importantes, mais évidemment celle autour du capitalisme est l'une des plus importantes. Mhm. Nous allons d'ailleurs justement parler dans cet entretien à la fois de son analyse du capitalisme. On va consacrer un point assez important à cette question. Et puis dans une seconde partie, nous parlerons bien de cette idée de la troisième voie, de la révolution conservatrice, comme tu l'as dit. Mais pour commencer, je pense qu'il serait assez intéressant de parler en fait de la vie de Werner Sombart et de la replacer dans son époque. Alors bien entendu,
la vie d'un intellectuel est indissociable de sa pensée, et c'est celle-là qui nous intéresse au premier chef. Est-ce que, voilà, est-ce que tu pourrais nous donner un peu les grandes lignes de son évolution intellectuelle, nous dire un peu dans quel contexte sa pensée est née? on, on sait que Werner Sombart, enfin, tu vas en dire quelques mots, était considéré au départ comme un professeur rouge, un professeur de gauche à l'université, admiratif de l'œuvre de Karl Marx. Puis il fait partie des débuts de la grande sociologie allemande. Certains disent qu'il y aurait eu une sorte de reniement dans sa période tardive où il aurait une pensée plus à droite, dirait-on. Voilà, est-ce que tu pourrais un peu tracer les grandes lignes de son parcours intellectuel? Tout à fait. Alors déjà chronologiquement pour le situer historiquement, donc Sombart naît en 1863 et il meurt en 1941, donc il est réellement à cheval sur le 19e et sur le 20e. Évidemment, il grandit dans l'Allemagne des années 1860-70, donc c'est vraiment la période de l'unification de l'Allemagne, de la bureaucratisation de l'Allemagne, de l'industrialisation également très forte de l'Allemagne. Et je crois qu'il sera extrêmement marqué par ce contexte-là. Il est d'une famille assez aisée, même très aisée, qui a une très belle propriété foncière, et il grandit en partie dans cette propriété avant d'aller à Berlin. Et je crois qu'il est très marqué par les évolutions très profondes qui prennent place au 19e, avec à la fois l'exode rural, l'essor de la très grande industrie, la disparition progressive du petit artisanat, et c'est un thème qu'il marquera extrêmement tôt. Donc Sombart défend d'abord une thèse d'économie, il passe un peu de temps en Italie et puis défend une thèse en Allemagne, et c'est là, je crois, que une première influence qui est très importante pour lui, on pourra sûrement approfondir un peu davantage, mais il y a à l'époque la science économique allemande est dominée par ce qu'on appelle l'école historique allemande, qui est quelque chose d'un peu oublié aujourd'hui, mais qui est très intéressant. Pourquoi si vous voulez, la grande idée ou la grande théorie économique moderne, c'est la théorie néoclassique ou classique qui prend forme ou qui prend réellement son essor dans cette dernière moitié du 19e siècle. Et l'idée classique ou néoclassique par excellence, c'est l'idée bien que l'homme est un être complètement abstrait, un pur homo economicus qui aurait toujours et partout cherché à satisfaire son meilleur intérêt. Eh bien, Sombart dit non, enfin, en tout cas, l'école historique dit non. L'homme est un être qui est toujours ancré, situé historiquement dans un contexte, etc. On pourra approfondir. Et Sombart est très imprégné de tout cela. Tout cela va le pousser à produire d'abord des études surtout sur l'artisanat et le déclin de l'artisanat allemand. Et tout ça le mènera progressivement vers ses premières grandes études sur le capitalisme et donc la première version de son grand livre qui date de 1902 et qui donc est ce livre qui introduit ce terme de capitalisme. Et à l'époque, cette première édition est très centrée sur cette transition entre l'artisanat et la grande entreprise, si l'on veut, très centrée sur le 19e siècle. Le livre fait déjà 4 volumes, déjà évidemment très, très important, mais Sombart n'en est assez rapidement plus très content, il reçoit des commentaires, des critiques, etc. Et en fait, il passe quasiment les 30 années qui suivent à réviser cet ouvrage, à y ajouter des études périphériques qui deviennent des livres à part entière, comme Le Bourgeois, comme Luxe et capitalisme, comme Guerre et capitalisme, comme son ouvrage sur les Juifs et la vie économique. Donc quasiment 30 années passées à écrire une histoire complète depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque à laquelle il vit, sur le capitalisme. Et puis, effectivement, s'il était très tôt un lecteur de Marx, il était aussi très tôt un lecteur critique de Marx, qui prétendait non pas complètement rejeter, mais poursuivre et corriger des erreurs assez fondamentales que Marx avait pu faire à ses yeux. Et au fil du temps, cette critique va s'affûter et progressivement, on arrive dans un dernier livre, donc dans les années 30, Le socialisme allemand, où Sombart en fait renvoie dos à dos capitalisme et marxisme, dans lesquels il voit deux formes de matérialisme, deux formes d'idéologie préoccupée avant tout par les aspects matériels de la vie humaine, et pour essayer d'esquisser
une troisième voie qui a un intérêt tout à fait important. Et puis donc à la fin de sa vie, il y a toute la question des compromissions réelles ou supposées, d'ailleurs plus supposées que réelles, avec le Troisième Reich. Et son Barth donc meurt à peu près à 80 ans, donc en 1941 à Berlin. Très bien. Mais justement, tu as un peu énoncé la plupart des grands thèmes que nous allons aborder dans cette émission. Alors, tu as commencé ta petite explication en parlant de l'école historique allemande. Et justement, il y a un petit chapitre dans ton Qui suis-je que j'ai trouvé proprement passionnant et fondamental. C'est celui dans lequel tu reviens sur ce qu'on a appelé la Methodenstreit, donc la querelle de la méthode, qui opposait l'école historique allemande et l'école dite autrichienne. Toute l'originalité de l'œuvre de Werner Sombart ressort pleinement quand on prend en compte ce débat intellectuel qui est un peu méconnu de nos jours, je pense. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus? Est-ce que tu pourrais un peu expliquer à nos auditeurs en quoi consiste cette Methodenstreit? Tout à fait. Alors, c'est effectivement un point fondamental pour comprendre la tournure qu'a pris quasiment toute la science économique depuis le 19e siècle. Donc, comme je le disais, il y a, avec l'essor de l'école néoclassique, et y compris l'école autrichienne, donc représentée notamment à l'époque par Karl Menger à Vienne, cette idée est bien que l'homme est un être abstrait et que finalement le but de la science économique, c'est d'essayer de comprendre le monde social en le réduisant aux actions intéressées des individus. Pourquoi est-ce qu'il se passe telle ou telle chose dans le monde social? Eh bien, parce que des individus égoïstes, intéressés, ils trouvent leur meilleur intérêt. Et donc, c'est essayer de tout réduire à la dimension individuelle abstraite et à cette dimension de recherche de profit matériel, d'utilité, de confort, etc. L'autre conséquence, évidemment, de cette vision néoclassique ou autrichienne de l'économie, c'est que le but de l'économie, c'est de trouver des lois économiques, un peu sur le modèle des lois physiques, de même que les lois physiques sont valables en tout temps et en tout lieu. Eh bien, si l'homme est partout et toujours un homo economicus, eh bien, il devrait y avoir des lois économiques qui valent partout et toujours, et donc les mêmes lois économiques. Je ne sais pas, la loi des rendements marginaux décroissants, la loi, etc. On peut penser à la quantité de lois économiques qui ont été avancées au fil des années pour essayer de rendre compte de manière universelle et intemporelle des grands phénomènes économiques. Et donc, l'école historique allemande, dont le principal représentant à l'époque où Sombart est jeune est son propre directeur de thèse, Gustav von Schmoller, pense que c'est une illusion complète de vouloir penser la science économique ou les sciences sociales plus généralement sur le modèle des sciences physiques. Et non, il ne s'agit pas de renier complètement toute quête de loi, mais de dire oui, la quête de loi abstraite, théorique, universelle est parfaitement justifiable en physique quand on a affaire à des atomes naturels, quand on a affaire à des objets qui n'ont pas de libre arbitre, qui n'agissent pas au sens propre, mais ce n'est pas justifié dans le domaine social. Et donc, il y a ce qu'on appelle un dualisme méthodologique. Et l'idée est bien que les méthodes à appliquer en sciences sociales sont profondément différentes des méthodes qui sont parfaitement justifiables dans les sciences physiques ou biologiques. Et pour le comprendre, on peut prendre un exemple très simple que Schmoller aurait pu citer ou que Sombart aurait pu citer, qui est l'exemple suivant. Sombart, par exemple, aurait pu nous dire, eh bien, prenez un Français et un Allemand, vous prenez un Français et un Chinois, et vous les placez dans les mêmes conditions matérielles objectives, eh bien, ils n'agiront pas de la même manière. S'ils étaient des êtres abstrait, purement rationnel, purement à la recherche d'un intérêt matériel privé objectif, eh bien, ils devraient agir de la même manière. Eh bien non, nous dit Sombart, ils vont agir parce qu'ils seront de manière différente, parce qu'ils seront aussi déterminés par un contexte historique, par une culture, par un environnement, par ce qu'il appellera un esprit, un Geist. Et donc, on ne peut pas comprendre le monde social comme on comprend le monde physique. Et tout ça mènera Sombart également par la suite à approfondir ses réflexions, qui d'ailleurs feront très fortement écho également à
à Max Weber parmi d'autres, qui est la réflexion suivante, de dire par exemple, il y a une différence fondamentale entre le monde social et le monde physique, c'est que dans le monde, c'est la différence entre comprendre et expliquer. La fameuse distinction de Wilhelm Dilthey. Tout à fait, exactement. Erklären, On verstehen. trouve également chez Dilthey, tout à fait. L'idée de dire, par exemple, eh bien, quand un physicien décrit le mouvement des planètes ou la rotation des planètes autour du Soleil, par exemple, eh bien, il peut écrire très précisément les équations qui décrivent le mouvement des planètes. Et il y aura, par exemple, la constante gravitationnelle, il y aura des constantes, il y aura, etc. Mais le mathématicien, le physicien ne saura jamais pourquoi cette constante est égale à temps. Et ne saura jamais pourquoi cette loi est telle plutôt que telle autre. Bien. Donc, il peut les décrire de manière extrêmement précise, mais il ne saura pas pourquoi les planètes suivent une trajectoire elliptique plutôt que circulaire ou carrée, je n'en sais rien. Bon. Et nous dit-il, à l'inverse, dans le monde social, eh bien, si vous voyez par exemple une autre rotation, qui est par exemple la rotation de certains individus devant une vitrine de grands magasins fermés, eh bien, il nous dit, eh bien là, vous pouvez non pas seulement expliquer de manière extérieure, mais vous pouvez, si vous comprenez l'esprit qui anime, par exemple, le peuple en question, l'époque, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens qui tournent devant la vitrine le font et pourquoi est-ce qu'ils font ça plutôt qu'autre chose. Et donc, on peut essayer, en comprenant l'esprit d'un peuple, d'une époque, de comprendre les motivations qui agitent les hommes. Et autant les atomes ou les planètes physiques n'ont pas de motivation, les hommes peuvent en avoir. Et donc, pour les comprendre, il faut comprendre leur époque, l'histoire, le contexte. Et c'est donc tout l'objet de la méthode historique. Il n'y a pas de loi universelle et il y a à l'inverse des études historiques à mener pour essayer de comprendre l'esprit qui anime des époques particulières. Et donc, bon, évidemment, cette querelle des méthodes, cette Methodenstreit, va tourner dans une large mesure au profit des premiers, des néoclassiques. On voit bien qu'aujourd'hui, la science économique est très largement dominée par cette vision de l'homo economicus, cette quête de lois abstraites, mais je crois qu'il reste des idées extrêmement profondes dont on peut s'inspirer, issues de cette querelle des méthodes. Mais justement, à propos de cette victoire des néoclassiques, enfin de cette école néoclassique autrichienne, d'ailleurs tu as mentionné donc, Menger, on peut aussi penser à Ludwig von Mises, je pense, dans cette école. Dans ton livre, tu parles un peu des défauts de l'école historique allemande en disant que son souci de s'intéresser vraiment à ce qui est particulier, à ce qui est différent entre chaque époque, entre chaque Geist national d'une certaine manière, les pousse à délaisser un peu la théorie. Et qui est peut-être un travers de l'école historique allemande, c'est de n'être plus qu'une accumulation de faits, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors, c'est effectivement un autre aspect effectivement de cette querelle, c'est tous les rapports entre ce qu'on appelle théorie et histoire, par exemple. Et si tu citais Mises à l'instant, Mises, par exemple, a écrit un livre qui s'appelle précisément Théorie et histoire. Et c'est vraiment les rapports entre les deux qui sont importants. Pour faire simple, les néoclassiques ou les Autrichiens vont être complètement dominés par la théorie. Et à la limite, ils vont dire c'est complètement telle ou telle expérience historique particulière et n'est pas pertinente, parce que le but, c'est d'établir des lois abstraites universelles, et donc, à la limite, regarder les faits est finalement tout à fait secondaire. Et le travers opposé de l'école historique, c'est d'être purement historique, c'est-à-dire de dire, par exemple, si on dit, voilà, le niveau des prix au XVIe siècle à tel endroit était de temps, ou tel ou tel fait s'est passé dans telle ville à tel moment, eh bien, on peut effectivement accumuler des faits, mais en l'absence de toute théorie, on n'a plus réellement de clé de lecture, de clé d'interprétation, et ça peut effectivement se réduire à un travail relativement stérile de collecte de données, d'études extrêmement spécialisées qui ne donnent aucune vision d'ensemble.
Et je crois justement que le grand apport de Sombart dans ce contexte-là, Sombart arrive évidemment un peu tard par rapport à la querelle des méthodes. La querelle des méthodes, c'est réellement les années 1870-1890. Donc, quand Sombart a entre 10 et 30 ans, donc il est évidemment un peu jeune par rapport à tout ça, mais il a parfaitement conscience de ces débats-là. Et la méthode qu'il va promouvoir dans toute son œuvre vise précisément à dépasser un peu cette opposition entre théorie et histoire, ou cette relative stérilité de certains courants de l'école historique, pour justement garder une approche profondément historique, mais regarder l'histoire avec des grandes idées théoriques, avec des cadres conceptuels qui soient précisément ce concept de Geist, d'esprit qu'on a déjà un peu cité et qu'il faudra qu'on définisse évidemment. On peut le faire, on peut déjà en parler maintenant, justement, ce terme de Geist qui lui permet d'échapper un peu à cette aporie de l'école historique allemande. Ce terme de Geist a une histoire assez forte dans l'histoire intellectuelle en Allemagne. On peut remonter grosso modo à Hegel ou même à Herder, peut-être plus particulièrement Herder dans le cas de Werner Sombart. Est-ce que tu pourrais parler justement un peu de cela? Parce qu'au fond, Herder s'opposait aux Lumières françaises quand il a écrit son livre Une autre philosophie de l'histoire, qui, bon, évidemment, c'est un contexte totalement différent, les débats sont très différents, mais le propos de Herder était aussi d'insister sur la profonde différence qui existe entre les différents esprits nationaux, les Volksgeist et aussi les Zeitgeist, pour montrer qu'il n'y a pas, au fond, qu'un seul homme, un seul homme abstrait, universel, et qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, deux individus différents, issus de deux folks différents, placés dans les mêmes conditions matérielles, n'adopteront pas la même conduite forcément. Alors, effectivement, Sombart est très marqué par toute l'école romantique allemande du 19e, qui, comme tu l'as très justement rappelé, effectivement, se crée en opposition aux Lumières. Les Lumières ont, comme les économistes néoclassiques, mais un siècle avant eux, une vision très abstraite de l'homme, une version d'homme universel, etc. Et effectivement, Herder et puis d'autres romantiques après lui diront, non, il y a un esprit national allemand, il y a un esprit national français, un esprit national anglais, qui ne sont pas complètement réductibles à cette abstraction de l'homme déraciné, désincarné, etc. Donc Sombart est très sensible à ce concept de Geist. Pour le dire très, très simplement, donc on traduit ce concept de Geist par l'esprit, l'esprit des temps, le Zeitgeist, ou l'esprit des peuples, le Volksgeist. L'idée, c'est que, il y a dans chaque période historique et dans chaque peuple des grands éléments de culture qui forgent une vision du monde, si l'on veut, ou en tout cas une manière de voir le monde qui est propre à un peuple dans une période donnée, et que ces esprits sont relativement peu commensurables les uns aux autres. Alors, il faut effectivement, pour illustrer ça, prendre des exemples, mais on peut se dire, mais chaque peuple ou chaque époque a des hiérarchies de valeurs différentes, valorise plus ou moins telle ou telle fin, telle ou telle valeur, a une idéologie presque au sens de Dumézil, en tout cas une vision du monde différente, qui imprègne quasiment toutes les manifestations de la culture et quasiment toutes les manifestations du monde social. Et c'est là que Sombart, à mon avis, est très fin. Il nous dit, par exemple, si on revient au débat précédent, un penseur un peu étroit de l'école historique pourrait dire, je vais regarder les États-Unis au moment de la révolution industrielle, et je vais voir, par exemple, l'essor de la publicité, l'essor des grands magasins, tout un tas de faits qui manifestent le capitalisme, des changements dans les rapports entre le capital et le travail, des changements dans les revendications des travailleurs, etc. Et donc, on pourrait avoir des études extrêmement précises sur chacun de ces faits particuliers, avec des chiffres très précis sur tous ces faits particuliers. Eh bien, Sombart dit en fait non. C'est une erreur de vouloir couper le problème en minuscules petits morceaux qu'on pourrait étudier au microscope les uns après les autres. Ce qu'il faut, c'est au contraire essayer de comprendre l'esprit général qui anime, par exemple, les États-Unis au XIXe siècle. Et quand on comprend cet esprit
américain, cet esprit pionnier un peu voilà, qui domine les États-Unis à l'époque, eh bien, on voit qu'en fait, ça permet, c'est une clé qui ouvre à la compréhension de quasiment tous les faits sociaux, qui ouvre à la compréhension des faits économiques, mais même des faits culturels, des faits presque artistiques ou cinématographiques ou tout ce qu'on veut. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment très important, c'est par ce concept de Geist, qui est un peu la clé qui ouvre à tout ou à un très grand nombre de manifestations sociales, de faits sociaux, eh bien, on peut dépasser cette limite de l'école historique pour précisément dire, eh bien non, le but de la science économique, du point de vue de son Barthes, n'est pas d'accumuler une infinité de micro-exemples qu'on comprendrait très précisément, mais sans en tirer réellement de leçon générale, mais c'est de comprendre ces grands esprits, ces grands Geist qui ont dominé différentes époques, et notamment dans son cas, évidemment, parce que c'est là le point essentiel, comprendre comment ce qu'il va appeler l'esprit capitaliste ou l'esprit du capitalisme diffère fondamentalement de l'esprit pré-capitaliste et comment, de ce point de vue-là, le capitalisme peut être une révolution dans les valeurs, une révolution de nature idéologique finalement plus que matérielle. Oui, tout à fait. Donc, en fait, pour résumer vraiment les choses, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, le grand reproche que fait l'école historique allemande et ce que fait Sombart à l'école néoclassique, c'est au fond de confondre ce que Dilthey et à sa suite on nommera les Naturwissenschaften, donc les sciences naturelles, et les Geisteswissenschaften, donc les sciences, on dit les sciences sociales en français, mais ce serait plutôt les sciences de l'esprit en fait. L'école néoclassique essaye de décrire des faits sociaux à la manière de la méthode des sciences naturelles. Alors que pour Chomba, en fait, la tâche du chercheur en sciences sociales, c'est de reconstituer ce Geist, en fait, de s'en imprégner de manière à comprendre de l'intérieur des dynamiques sociales. Tout à fait. Et on peut tout à fait voir ça même en comparant les œuvres qui s'écrivent à cette époque-là. Si on prend les grands économistes néoclassiques, les premiers grands, par exemple quelqu'un comme Léon Walras, qui a une œuvre tout à fait importante à l'époque, Walras est avant tout un physicien. Finalement, ce que fait Walras, c'est de prendre les lois de la thermodynamique, les lois de la mécanique, les lois de Newton et de les appliquer à l'économie et dire finalement, on peut comprendre, j'en sais rien, la croissance économique avec les équations qui décrivent le mouvement en physique. Donc, c'est avant tout l'économie, c'est avant tout un physicien ou un mathématicien. Et ce qu'on voit d'ailleurs essentiellement aujourd'hui, les études d'économie se réduisent souvent beaucoup à des études de mathématiques ou de techniques mathématiques. Et à l'inverse, si l'on suit la voie ouverte par Sombart et par évidemment d'autres dans l'école historique, eh bien, l'économiste est avant tout quelqu'un qui est au cœur des sciences sociales, qui doit être aussi sociologue, ce que Sombart fut également, et potentiellement, pourquoi pas, anthropologue, ethnologue, que sais-je, mais en tout cas quelqu'un qui s'intéresse à l'ensemble des manifestations du monde social, beaucoup plus qu'un mathématicien. C'est ce qui fait d'ailleurs que Werner Sombart est à la fois un historien, un sociologue, un économiste. Ses œuvres mêlent un peu les trois disciplines. Alors, ce qui est un point tout à fait intéressant, parce qu'effectivement, il mêle au moins ces trois disciplines-là, et peut-être encore une ou deux autres si on voulait être vraiment complet. Et face à ça, beaucoup ont dit, mais en fait, Sombart finalement ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut être économiste? Est-ce qu'il veut être sociologue? Il est un peu tout à la fois. Il est économiste, mais il n'emploie pas les méthodes classiques des économistes. Il se fait en partie historien, mais à nouveau, il n'est pas proprement historien, puisqu'il ne va pas dans les archives trouver des documents nouveaux. Les sociologues eux-mêmes, peut-être, sont ceux qui l'ont le mieux accepté, mais et ce qu'il faut comprendre, c'est que non, ce n'est pas par indécision ou par tergiversation que Sombart touche à tous ces domaines, c'est par méthode. C'est que sa méthode qui lui impose de faire ça, puisque précisément, si le but c'est de comprendre l'esprit d'une époque, l'esprit de plusieurs époques, eh bien, il faut comprendre l'ensemble des manifestations de cet esprit au sein de ces époques, donc toucher un peu à tout. Oui, tout à fait. Alors, on va un peu progresser dans cette réflexion. Tu l'as dit tout à l'heure que Werner Sombart est celui qui a popularisé le terme de capitalisme, un mot qui est généralement associé au nom de Karl Marx de nos jours. Pourtant,
tu le notes dans ton écrit, en fait, Karl Marx, Proudhon, enfin, les premiers auteurs socialistes ignoraient globalement ce terme, ils parlaient plutôt de capitaliste ou de capital. Euh, donc, il me semble particulièrement fondamental de nous intéresser un bon moment sur les réflexions de Sombart sur le capitalisme. Ma question est assez simple. Au fond, comment définit-il le capitalisme? On sait que pour Marx, le capitalisme est d'abord un état de fait, un mode de production qui doit se définir par des causes matérielles. Qu'en est-il pour Werner Sombart? Alors, effectivement, le grand intérêt de Sombart, c'est qu'effectivement, il va à la fois puiser beaucoup chez Marx, il va évidemment le lire de manière très approfondie, mais il va offrir une perspective complètement différente sur le capitalisme. Comme tu l'as rappelé, Marx a une définition matérielle du capitalisme, c'est des rapports de production, des rapports entre classes sociales, etc. Sombart a une définition qui est avant tout spirituelle. Comme on l'a dit, ce qui détermine un système économique, qui a également un terme, ce terme de système économique, on le doit essentiellement à Sombart. Ce qui fait un système économique, ce n'est pas des techniques de production, des rapports entre les classes, non, c'est précisément cet esprit. C'est qu'à un moment donné, il y a une mentalité particulière, un esprit particulier qui imprègne une époque. Et donc, pour Sombart, le capitalisme, c'est avant tout un esprit particulier. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on est devenu capitaliste le jour où on a commencé à voir le monde selon un prisme complètement différent. Et il insiste énormément là-dessus, la très belle page à ce sujet-là. Il dit par exemple, eh bien, la mentalité qui anime un artisan médiéval ou une corporation médiévale est absolument radicalement différente et incommensurable par rapport à la mentalité qui anime un entrepreneur capitaliste aux États-Unis au 19e, ou un Rockefeller, ou ce qu'on veut. C'est vraiment des mentalités différentes. Ils agissent en vertu de hiérarchies de valeurs différentes, de valeurs différentes, de visions du monde différentes. Et donc, comprendre le capitalisme, c'est réellement, plus que de comprendre des changements matériels, c'est comprendre ce changement dans les échelles de valeurs qui s'est produit eh bien, sur une période longue, mais globalement avec la révolution industrielle, etc. Alors, est-ce que tu pourrais préciser en fait ce qu'il entend par là en partant de sa critique du marxisme? En quoi l'analyse marxiste est fausse ou insuffisante selon lui? Oui, alors il y a plusieurs aspects. Le premier, en tout cas, je crois que les deux grandes critiques que Marx, ou les deux plus grandes critiques que Sombart adresse à Marx, c'est d'abord effectivement cette critique du matérialisme. Et on comprend très bien pourquoi l'école historique ne pouvait pas être complètement marxiste. C'est-à-dire que, par définition, l'école historique considère les faits culturels, nous dit, comme on le rappelait tout à l'heure, que deux individus de deux cultures différentes, placés dans la même situation, agiront différemment parce que leur culture, leurs héritages traditionnels, coutumiers, etc., les pousseront à agir différemment. Si on est matérialiste au sens plein, on doit dire, bah non, seules les conditions matérielles comptent, et donc dans des conditions matérielles similaires, des individus différents agiront de manière absolument identique, puisque c'est les conditions matérielles qui déterminent absolument tout. Et donc, l'idée de Marx, évidemment, qui est vraiment le cœur du marxisme, c'est le fait que l'idéologie, les décisions, les actions individuelles sont déterminées avant tout par les conditions matérielles, est totalement incompatible avec l'héritage romantique, avec l'héritage de l'école historique. Donc, Sombart a profondément critiqué Marx là-dessus, en disant d'ailleurs, ce qui est très intéressant et ce qui sera très important quand on parlera après de la troisième voie, eh bien, que finalement, capitalisme et marxisme sont deux frères jumeaux. Et ce sont deux frères jumeaux, pourquoi? Parce que ce sont deux matérialismes. Les libéraux ou les penseurs du capitalisme ou les promoteurs du capitalisme nous disent eh bien, l'homme n'est qu'un homo economicus qui cherche à maximiser son utilité, son confort, etc., donc qui ne valorise que des fins matérielles. Et Marx, finalement, ne dit pas grand-chose d'autre, reproche au capitalisme, finalement, de ne pas assez enrichir les individus. Mais encore une fois, les fins restent matérielles de manière ultime. Et donc ça, je crois que c'est un élément très important. Capitalisme comme marxisme sont deux idéologies modernes et
sont les deux profondément matérialistes. Ça, c'est un premier point. Et donc, à l'inverse, son Barthes se pose sur un plan complètement différent où il dit non, ce qui importe, ce n'est pas le matériel, mais c'est proprement le spirituel, ce qui relève donc du Geist. Et puis, le deuxième point, c'est l'internationalisme de Marx. On sait que, par exemple, dans le manifeste du Parti communiste, Marx a cette célèbre conclusion: prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Marx pense le prolétaire à l'échelle, évidemment, mondiale et par-delà les cultures, par-delà les frontières, etc. Et cet internationalisme est exactement celui également des penseurs libéraux, des économistes. On trouve par exemple au XVIIIe chez Adam Smith cette phrase très parlante où Adam Smith, dans son livre un peu fondateur pour la science économique, La richesse des nations, nous dit un marchand n'a pas de pays. Son pays, c'est là où il porte son meilleur intérêt. Et donc, d'un côté, on a le marchand n'a pas de pays, de l'autre, on a le prolétaire n'a pas de pays, mais dans les deux cas, on s'abstrait complètement des contextes culturels, de la diversité nationale, géographique, historique entre pays. Et donc, Sombart, très très tôt, voit ces différents aspects, y compris dans ses écrits de jeunesse. Tu disais tout à l'heure que quand il était jeune, on l'appelait le professeur rouge, ce qui est tout à fait vrai. Mais très tôt, en fait, dans son premier livre, il écrit très clairement que le principal problème dans la pensée marxiste, c'est de ne voir que les antagonismes sociaux et pas les antagonismes nationaux, et donc de négliger complètement cette diversité d'esprit entre les peuples. Est-ce que, ce serait une de mes questions, alors, tu viens d'expliquer assez clairement, je trouve, la façon dont Werner Sombart renvoie le capitalisme et le marxisme dos à dos, comme reposant sur le même soubassement philosophique, une idéologie matérialiste. Mais en quoi est-il redevable au marxisme, en revanche, dans son analyse, dans la jeunesse de sa pensée? Est-ce que ce serait que, au fond, il est quand même d'accord avec Marx, en revanche, pour dire que le capitalisme n'est pas un fait naturel, que le capitalisme est né à une époque donnée et par conséquent mourra, sera dépassé? Est-ce que donc c'est ça qui le rapprocherait de Marx, en tout cas en cela qui serait redevable de la pensée marxiste? Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a déjà une autre question avant ça sous-jacente, est-ce que Werner Sombart... oui. Non, pardon. Ouais, je disais, je pense que ce que tu dis est très juste. Je pense qu'il y a vraiment deux aspects à la question. Avant ce que tu disais, il y a autre chose de beaucoup plus direct. Je pense que c'est qu'en fait, non, rétrospectivement, on peut le perdre peut-être un peu de vue, mais l'œuvre de Marx est avant tout est aussi très novatrice, simplement parce qu'elle met en évidence des faits que personne n'avait vus ou analysés à ce moment-là. C'est-à-dire que les changements qui se produisent au XIXe siècle, notamment dans les structures de production, de la nature de l'entreprise, etc., sont tellement importants que Marx est vraiment le premier, ou en tout cas un des premiers, qui les analyse avec une profondeur aussi grande. Et donc, Sombart, sur quantité de sujets, trouve des éléments très intéressants de description, de compréhension des grandes tendances à l'œuvre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui le marque. Et il y a effectivement le deuxième point, qui est cette idée que le capitalisme n'est pas du tout quelque chose qui a toujours été là. Effectivement, les auteurs libéraux, finalement, nous disent le capitalisme, c'est l'état de nature, c'est l'état naturel, et toute contrainte collective, tout état, toute tradition, toute coutume, etc., est une contrainte à plus ou moins artificielle. Mais le capitalisme serait naturel. Et donc, aussi bien Sombart que Marx disent non, il y a une historicité du capitalisme. Le capitalisme est né à un certain moment, en tout cas, il est né d'un processus, il n'y a peut-être pas une date de naissance, mais il est né d'un processus et ça pourra évoluer. Alors là, on a encore une autre différence entre Sombart et Marx, c'est que Marx pense à un sens de l'histoire et donc dit, voilà, la fin du capitalisme, ce sera à tel moment, dans telles conditions, à cause de tel ou tel antagonisme matériel. Sombart pense que le capitalisme aura certainement une fin, mais non pas parce que les conditions matérielles auront changé, mais parce que l'esprit des peuples aura changé, parce que des valeurs nouvelles
seront réapparus ou auront été générés. Et ça, Sombart ne peut pas dire quand ça arrive. Sombart ne croit pas à un sens de l'histoire. Il y a pour lui des époques qui ont des esprits différents les uns des autres. Il n'y a aucune succession nécessaire et logique, comme chez Marx, entre les époques et entre les esprits. D'accord, oui, oui, je vois. Et alors, une petite question sous-jacente, justement, dans cette critique du sens de l'histoire et du caractère inéluctable de la fin du capitalisme, est-ce qu'on peut dire que Werner Sombart appartient à ce courant qu'on a appelé révisionniste dans le marxisme, qui avait été ouvert par un Edward Bernstein, si je ne me trompe pas? Tout à fait. Alors oui, Sombart, c'est un aspect qui est un peu méconnu de sa biographie, a pendant un temps participé assez abondamment aux travaux et aux réflexions autour des mouvements socialistes en Allemagne. Alors, on lui a même proposé à un moment d'être élu, ce qu'il a toujours refusé, mais il participait au débat dans les journaux et par ses écrits, et il était effectivement très proche de ce courant révisionniste dont l'idée principale, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, mais dont l'idée principale est la suivante. Pour faire simple, chez Marx, comme on le disait, il y a un sens de l'histoire, et donc le capitalisme aura nécessairement une fin, et le sens de l'histoire pousse vers le socialisme, etc. Et donc, si on accepte cette idée de manière un peu simple, on peut se dire finalement à quoi bon faire la révolution, à quoi bon militer politiquement, puisque de toute façon, l'histoire poursuivra son cours naturel prédéterminé. Et des gens comme Bernstein disent non, il n'y a pas de sens de l'histoire et la révolution socialiste arrivera le jour où on la fera, si on veut. Et Sombart est très proche de cela. Il ne voit pas de déterminisme historique et il voit même des choses qui sont très peu cohérentes avec ce déterminisme historique. Évidemment, en 1917, tous les mouvements socialistes ou marxistes seront très surpris de voir que la révolution arrive en Russie et non pas en Angleterre ou aux États-Unis où le capitalisme est beaucoup plus avancé, puisqu'effectivement, si on suivait la logique de Marx, on pourrait dire, eh bien, le premier pays à faire sa révolution socialiste sera les États-Unis ou l'Angleterre. C'est évidemment pas le cas. C'est même un pays, la Russie, où le capitalisme n'a jamais proprement existé avant le communisme. Mais Sombart, 10 ans ou même 11 ans en 1906, avant donc la révolution bolchevique, publie un livre qui n'est pas son plus intéressant à mes yeux, mais qui a quand même un intérêt historique de ce point de vue-là, qui pose la question pourquoi est-ce que le socialisme n'existe pas aux États-Unis? Et c'est précisément dans le cadre de ce débat qu'il faut comprendre le titre de ce livre, et ce livre plus globalement, c'est qu'il dit si Marx a raison, il devrait y avoir un mouvement social extrêmement intense, extrêmement revendicatif, extrêmement pré-révolutionnaire aux États-Unis. Or, on ne le voit absolument pas. C'est même le pays, peut-être en tout cas dans le monde européen et nord-américain, qui a le moins de mouvements sociaux. Et donc, Sombart s'intéresse à ce paradoxe-là et de ce point de vue-là, effectivement, contribue à tous les débats autour du révisionnisme et des conditions dans lesquelles le capitalisme pourrait éventuellement prendre fin. Oui, très, très intéressant. Alors, donc, si le capitalisme est d'abord un esprit, comme on l'a compris, et un fait de nature spirituelle avant tout, il est indissociable d'un certain type d'homme, un type d'homme qui est différent des hommes des époques antérieures. Et cet homme, c'est le bourgeois. Bernard Sombart a consacré un livre à cette figure du bourgeois. Le livre s'appelle Le Bourgeois. Et dans ce livre comporte ce sous-titre Contribution à l'histoire morale et intellectuelle de l'homme économique moderne. Sombart écrit ceci donc à la première ligne du livre. J'essaye dans ce livre d'exposer l'esprit de notre temps dans son devenir et dans sa forme actuelle, en décrivant la genèse du représentant le plus typique de cet esprit, le bourgeois. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler du bourgeois dans la pensée de Werner Sombart? Qu'est-ce qui définit ce type d'homme intrinsèquement? Alors effectivement, donc l'avancée de l'esprit capitaliste passe par l'avancée d'un type d'homme. Finalement, ce qu'il faut voir, c'est que chez Sombart, ce qu'il appelle le bourgeois, finalement,
plus qu'une classe sociale comme chez Marx, c'est vraiment une mentalité. C'est qu'il y a autant chez Marx, par exemple, on pourrait dire, eh bien, le bourgeois, c'est celui qui a des revenus dans tel ou tel quantile de la distribution. C'est vraiment des traits matériels qui pourraient définir la bourgeoisie. Chez Sombart, c'est avant tout des traits de nature spirituelle. Donc, c'est des valeurs particulières qui vont animer le bourgeois. Alors, Sombart revient sur cette question vraiment à différents endroits de son œuvre, alors, avec des termes un petit peu différents à différentes périodes de sa maturité, mais ce qu'on peut dire de manière assez simple, c'est que le bourgeois, c'est celui qui va cesser de voir le monde selon ce qu'on pourrait appeler des valeurs qualitatives, en fonction de la qualité, par exemple, d'un travail, de l'esthétique de quelque chose, de l'honneur, du courage, etc., pour ne plus voir que les dimensions quantitatives de la vie, et notamment ces dimensions bassement matérielles, tournées vers le profit, la quantité, l'accumulation, la monnaie, etc. Bien. Sombart nous dit en quelques mots, le bourgeois, c'est celui qui, dans à peu près toute situation, se dit comment est-ce que je peux gagner un petit peu plus, comment est-ce que je peux accumuler un petit peu plus, comment est-ce que je peux améliorer un peu mon confort personnel, ce qui fait passer avant tout ses intérêts matériels avant des intérêts communautaires, avant des intérêts collectifs, avant des intérêts, par exemple, d'une famille, d'une corporation, d'une confrérie, de tout ce qu'on veut. Bon. Donc, c'est vraiment ça qui définit le bourgeois. Alors, Sombart, évidemment, dans ce livre, dont le titre est Le bourgeois, va beaucoup plus en détail dans les grands traits de l'esprit bourgeois, et il donne deux pistes qui sont, je crois, assez intéressantes, où il nous dit, eh bien, la bourgeoisie, c'est finalement un trait, en tout cas la bourgeoisie entrepreneuriale, capitaliste, qu'on voit notamment au 19e, c'est d'anciennes valeurs, ce qu'il appelle l'esprit d'entreprise, mais dans un sens extrêmement large chez lui. Chez lui, par exemple, les croisades étaient une entreprise. Non pas une entreprise économique, mais une entreprise militaire, par exemple, ou religieuse. Bon. Et Oui, il dit, l'esprit d'entreprise, c'est un peu l'énergie, au fond. c'est exactement, c'est l'énergie, presque la vie, on pourrait dire, enfin une sorte d'énergie vitale qui est très forte et qui s'est manifestée à tout un tas d'époques de manière extrêmement différente. Et nous dit-il, à un moment donné, cet esprit d'entreprise, donc cette énergie vitale, eh bien, cesse d'avoir pour fin des fins qualitatives pour ne plus viser que des fins matérielles. En gros, à un moment donné, on se dit, bien pourquoi dépenser son énergie pour aller faire, j'en ne sais pas quoi, des guerres ou des croisades ou tout ce qu'on veut. Finalement, c'est beaucoup plus sûr de créer une entreprise, d'acheter, de vendre, d'accumuler du profit. Et donc, c'est la rencontre entre l'esprit bourgeois, c'est la rencontre entre cet esprit d'entreprise et cette mentalité de calcul, de rationalisation qui est très moderne de ce point de vue-là. Donc, il analyse évidemment ça avec une grande richesse de détails. Et au final, il en résulte eh bien, une profonde subversion de l'esprit, des mentalités dominantes. Et on peut dire qu'effectivement, le capitalisme se caractérise par une quasi-généralisation de l'esprit bourgeois. Tout le monde est bourgeois, non pas au sens où tout le monde a un joli petit pavillon et dirige une jolie petite entreprise. Non, tout le monde est bourgeois au sens où tout le monde pense avant tout aux fins matérielles, à soi-même avant de penser aux autres, à son confort avant de penser à des grandes valeurs, à des hautes valeurs traditionnelles plus qualitatives, quoi. Oui, donc en fait, l'esprit du capitalisme, pour résumer la chose, c'est la réunion de l'esprit bourgeois avec esprit d'entreprise qui est détourné uniquement à des fins économiques. Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Et alors, justement, j'ai lu le livre Le Bourgeois il y a quelques années, mais je me souviens parmi l'accumulation de faits et d'exemples que donnait Sombart, il y avait un exemple qui m'avait vraiment frappé quand il voulait comparer
on va dire, l'état d'esprit pré-capitaliste et l'esprit capitaliste. Il parlait des livres de contes au Moyen Âge en disant que quand on lit les livres de contes de l'époque médiévale, on s'aperçoit qu'il y a souvent énormément d'erreurs de calcul, euh, le comptable oublie un zéro quelque part, etc. Et d'une certaine manière, il voulait dire que l'exactitude, l'esprit d'exactitude dans la comptabilité est vraiment un trait de l'esprit capitaliste. Oui, alors je crois qu'il a effectivement, il a même quasiment, enfin, de mémoire, cette phrase où il dit l'idée que les comptes doivent être exacts, une idée spécifiquement moderne ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. En fait, l'idée même de faire des comptes est spécifiquement moderne. Je crois que de ce point de vue-là, il y a aussi une contribution de Sombart qui est que les gens qui font, alors c'est évidemment un petit nombre de chercheurs, mais les gens qui font de l'histoire de la comptabilité créditent souvent Sombart pour avoir attirer l'attention, notamment sur la naissance de la comptabilité en partie double, comme fait un peu fondateur dans l'histoire du capitalisme. Fernand Braudel, par exemple, cite puissante chez Sombart. Pardon, je t'ai perdu juste au moment où tu as dit Fernand Braudel. Ouais, je disais, Braudel a beaucoup cité Sombart sur ce point précis de la naissance de la comptabilité en partie double comme l'un des actes fondateurs de la science économique, en tout cas d'esprit bourgeois contemporain. Et là, je crois qu'il y a une idée tout à fait fondamentale, qui est un petit peu technique, mais qui est très importante. Quand on prend ce que c'est qu'un bilan, d'entreprise, et bien finalement, un bilan, ça met en regard l'ensemble des avoirs d'une personne ou d'une entreprise avec l'ensemble de ses dettes. Et donc, c'est l'idée de dire, eh bien, quelles sont nos ressources et comment on les utilise. Et l'idée, c'est que, bien évidemment, l'usage des ressources est égal à ces ressources. Donc, les deux côtés du bilan sont fondamentalement égaux et toujours égaux. C'est le grand trait des bilans et de la comptabilité en partie double. Eh bien, Sombart nous dit, en fait, cette idée-là est totalement moderne. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'idée même de mettre dans un même tableau tout un tas d'engagements revient à dire que tous ces engagements-là sont commensurables les uns avec les autres. Par exemple, si je dis, eh bien, j'ai une dette vis-à-vis d'une personne A, vis-à-vis d'une personne B, j'ai tel engagement moral vis-à-vis de tel autre, etc. Eh bien, si je mets tout ça de manière chiffrée dans un bilan, eh bien, ça revient à dire que tous ces engagements-là ne valent plus par leur dimension personnelle, ne valent plus en vertu de l'honneur, de la confiance, etc. Ça ne vaut que comme engagement monétaire. Et donc, ça revient déjà à ne plus valoriser les relations qu'on a les uns vis-à-vis des autres que sous le prisme du calcul et de la rationalité, si l'on veut. Et donc, Sombart voit très bien cela et retrace effectivement cette genèse du calcul et montre bien qu'effectivement, il a fallu quand même presque des siècles pour que les gens, les marchands s'habituent à penser ces livres de comptes comme valant uniquement sous l'angle monétaire. Ce n'était pas du tout une vision du monde qui était naturelle pendant très longtemps. Oui, je vois, c'est vraiment, vraiment passionnant. En fait, c'est le genre de choses auxquelles on ne songe pas en général. Je me souviens aussi qu'il y avait autre chose dans son livre Le Bourgeois, je pense, dans sa comparaison entre le bourgeois et l'homme, on va dire, pré-capitaliste. C'est qu'il disait l'homme d'avant le capitalisme ne cherche pas tellement la nouveauté, il aspire plutôt à donner une forme plus parfaite à ce qui existe, alors que le bourgeois essaye au contraire d'inventer toujours de nouvelles formes. Oui, alors il a effectivement des pages tout à fait très importantes. Alors, il analyse beaucoup effectivement cette idée de nouveauté et globalement l'orientation vers le futur plutôt que l'orientation vers le passé. Évidemment, dans la corporation médiévale, ce qu'on fait, c'est avant tout reproduire des techniques de production passées, des traditions, plus que se projeter dans l'innovation permanente. Et cette idée, cela se décline de manière dans tout un tas de domaines. Sombart a des pages assez peu nombreuses, d'ailleurs, mais très, très fortes, je crois, par exemple, sur la technique. Sur la technique, Sombart nous dit il y a évidemment une technique médiévale, il y a effectivement une technique pré-capitaliste. Mais par exemple, nous dit-il, quand on veut argumenter qu'une technique est bonne dans une corporation médiévale, eh bien, on dit que cette technique est bonne puisqu'elle est utilisée depuis 10 générations.
Et donc, on se réfère toujours au passé et à la transmission orale de la technique et presque à la transmission personnelle de la technique. Et on dit, cette technique-là, je l'ai apprise de tel maître, de qui apparaît presque un lien personnel. La technique est bonne en vertu d'un lien personnel avec le passé. Bon. Et il dit la technique moderne est complètement différente. La technique moderne, elle vaut non plus en vertu d'un lien personnel, mais pour des raisons impersonnelles. C'est-à-dire ça vaut parce que telle équation est vraie, telle loi physique ou chimique est vraie, et donc tel processus est bon. Donc ça vaut de manière impersonnelle, et ça vaut indépendamment du passé. C'est même plutôt l'inverse. L'argument technique fondamentale aujourd'hui, c'est de dire telle technique est bonne parce qu'elle est plus nouvelle, elle est plus récente. Et on veut toujours des techniques plus nouvelles et plus récentes. Donc, ce rapport à la nouveauté, par exemple, se lit dans quantité de faits, et notamment cette question-là, mais on pourrait en citer également d'autres. D'accord. Alors, je propose qu'on passe à un point suivant, un point particulièrement délicat d'ailleurs et très, très polémique, qui vaut à Werner Sombart probablement cette aura un peu sulfureuse. Donc, un point assez délicat, mais d'une importance considérable dans l'histoire des idées, à savoir la question des origines religieuses du capitalisme. On connaît l'importance de l'étude de Werner Sombart consacrée à l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Mais ce qu'on sait moins souvent, c'est que ce livre a éveillé l'intérêt de son collègue sur ce thème, Werner Sombart, qui a répondu par son livre Les Juifs et la vie économique. Dans son livre, Sombart écrit d'ailleurs ceci: une analyse approfondie de l'argumentation de Weber m'a en effet convaincu que ceux des éléments du dogme puritain qui ont exercé une influence réelle sur la formation de l'esprit capitaliste n'étaient que des emprunts aux idées qui forment la base de la religion juive. Pourrais-tu revenir brièvement sur ce débat passionnant, mais qui contribue, hélas, à jeter un voile sur l'œuvre de Sombart? Bien sûr. Alors, déjà, peut-être un ou deux préalables, un ou deux prérequis avant d'aller au cœur du sujet. La première chose, c'est déjà ce qu'il faut dire et ce qui saute aux yeux quand on voit l'œuvre de Sombart, enfin quand on la connaît, quand on la lit un peu, c'est qu'à aucun moment, Sombart ne réduit la question des origines du capitalisme à une cause unique. C'est même plutôt l'inverse, et Sombart cite un très grand nombre de causes, probablement plusieurs dizaines si on faisait le bilan, et les origines religieuses sont une cause parmi beaucoup d'autres. Donc, c'est ceux qui ont voulu essayer de réduire son œuvre à son livre sur le judaïsme, c'est vraiment complètement à côté de la plaque. Bien. Bien sûr, d'ailleurs, je me permets juste de préciser, il en va de même pour Max Weber. Exactement, Il totalement. n'y a pas de causalité mécanique entre l'esprit juif ou l'esprit protestant et la naissance du capitalisme. L'idée, tu me corrigeras si je me trompe, l'idée n'est pas de dire que l'esprit protestant ou l'esprit juif a créé le capitalisme, qu'il en ait une création spécifique, mais plutôt de dire que le capitalisme moderne ne serait pas ce qu'il est sans la rencontre d'un certain esprit, protestant ou juif, avec les conditions sociales et historiques du monde européen de l'époque. Tout à fait, évidemment. C'est évidemment vrai. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, beaucoup, en tout cas ceux qui sont intéressés, ont eu tendance un peu à opposer de manière un peu mécanique Sombart et Weber. Les deux hommes se sont extrêmement bien connus. Ils ont été collègues, ils ont dirigé ensemble la plus grande revue de sociologie à l'époque, ils sont partis en vacances ensemble, ils ont beaucoup correspondu. Donc il y avait une très grande proximité entre les deux hommes qui s'estimaient énormément. Alors effectivement, pour proposer un peu les termes du débat, donc Weber publie en 1904-1905 son livre sur le protestantisme, et puis donc Sombart a l'intérêt absolument éveillé par ce livre, maintenant devenu et reste un classique de la sociologie, et donc publie quelques années plus tard, dans les années 1910, son livre sur le judaïsme. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Sombart, si on veut résumer son livre, il y a en gros trois grandes parties, peut-être deux grandes parties, même si on veut simplifier un peu plus dans son livre. D'abord, une première partie où il établit des faits matériels. Il dit bien, si on prend par exemple tout un tas de faits matériels qui sont associés au capitalisme, par exemple l'essor de certains types de banques, l'essor de la publicité, l'essor de certaines bourses, l'essor de certains moyens de paiement,
les billets à ordre, les lettres de change, etc., eh bien, nous dit-il, très souvent, on trouve des marchands ou des financiers juifs qui ont inventé ça au Moyen-Âge ou à la Renaissance ou encore plus récemment. Bien. Ça, c'est un premier point, mais qui, pour son Barthes, n'est pas le plus important, évidemment, puisque le but n'est pas tant d'expliquer les faits matériels ou les contingences matérielles, mais réellement d'expliquer l'esprit du capitalisme. Et donc, la deuxième partie est la plus fondamentale, où son Barthes dit est-ce qu'il y a finalement dans le corpus juif, dans le corpus, alors soit vétérotestamentaire, soit talmudique, soit autre, est-ce qu'il y a des éléments qui prédisposaient à la pensée capitaliste. Et son Barthes montre effectivement certains éléments qui sont assez convaincants. Son Barthes montre par exemple qu'il y a dans le judaïsme, beaucoup plus que dans d'autres religions, l'idée d'un contrôle assez important ou de principe très important, enfin une sorte de rationalité dans le comportement à adopter au quotidien, qui est assez comparable avec cette volonté de calcul, de rationalisation qui accompagne le capitalisme. Cette idée, par exemple, et également l'idée de voir le monde comme un lieu finalement relativement plat. Et son Barthes a des pages assez intéressantes sur l'opposition entre ce qu'il appelle le monde de la forêt et le monde du désert, où il dit finalement le judaïsme est une religion du désert, donc, ou dans le désert, ce qui définit une dune, c'est qu'elle est absolument identique à la dune d'à côté, quasiment. Et donc, c'est un monde finalement d'indifférenciation, donc qui porte à voir le monde comme un monde unifié, par opposition au monde de la forêt où tout lieu est différent, particulier, et donc qui pousse davantage à l'enracinement. Bien, on pourrait citer d'autres exemples, mais donc son Barthes trouve des pistes qui peuvent faire le lien entre ces deux types d'esprit, entre l'esprit juif et l'esprit capitaliste, sans effectivement y voir de relations mécaniques. Alors, si on veut ajouter peut-être un dernier point qui me paraît très important sur le débat entre Weber et son Barthes, c'est que, évidemment, beaucoup de gens se sont posé la question de savoir qui a raison. Est-ce que l'un des deux a raison? Est-ce que l'un a tort? Poser ainsi, le débat n'est pas complètement bien posé pour une raison simple qui est que ce que Weber et son Barthes nomment capitalisme n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui intéresse Weber, au sens propre, c'est vraiment le processus de rationalisation. C'est vraiment l'idée d'accumulation précautionneuse, de contrôle extrêmement pointilleux sur les conduites de vie, sur la vie, qui sera effectivement associé notamment au calvinisme. Son Barthes a une vision un peu différente du capitalisme, où il voit davantage la dimension presque on pourrait dire exubérante du capitalisme, avec la dimension de dépenses, de toujours plus, d'accumulation, de consommation qui caractérise le capitalisme. Et donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement, dès lors qu'on voit qu'il n'est pas tout à fait la même chose, on comprend qu'il y a des approches un peu différentes les uns des autres. Oui, Max Weber s'attache plutôt au désenchantement du monde, au processus de rationalisation, alors que Werner Sombart s'attache plus au processus d'accumulation, en fait. Tout à fait. Finalement, si on voulait le dire très simplement, on pourrait dire que pour Weber, les premiers capitalistes sont avant tout ceux qui épargnent, ou que l'épargne est un comportement fondamental du capitalisme, alors que pour son Barthes, c'est aussi beaucoup la consommation. C'est le capitalisme, c'est aussi un monde de consommation un peu débridé, alors que chez Weber, qui voit davantage le boutiquier calviniste qui compte le moindre sou, c'est davantage l'épargne qui est importante. Mmh. Alors, justement, pour un peu préciser ce que, la pensée de Sombart sur cette question et celle de Max Weber aussi, d'ailleurs, une question qui me vient à l'esprit, c'est que les deux auteurs parlent du protestantisme, en particulier du protestantisme calviniste d'un côté et l'autre du judaïsme. Quid du catholicisme pour ces deux auteurs? Quelle est la relation du catholicisme, de l'esprit catholique avec l'esprit du capitalisme? Alors, c'est un débat assez compliqué. Sombart en parle un petit peu, il a quelques catholicisme, où d'ailleurs il a un peu évolué, notamment dans le bourgeois,
Alors, pendant longtemps, il a pensé que le catholicisme avait été globalement très peu propice à l'essor du capitalisme pour des raisons assez simples. C'est qu'il valorisait avant tout la pauvreté, le détachement matériel, etc. Donc, de ce point de vue-là, le catholicisme est effectivement complètement anti-capitaliste. Et l'interdiction de l'usure également. Exactement, exactement. Et dans le bourgeois, il y revient assez rapidement, en quelques pages, parce qu'il confesse d'ailleurs qu'il a davantage étudié le sujet, et il dit il y a certains ordres monastiques qui peuvent s'apparenter en partie enfin, en tout cas, à des prodromes du capitalisme. Pourquoi? Parce que certains ordres monastiques, au Moyen Âge, vont commencer à valoriser davantage une conduite extrêmement réglée de la vie, avec une valorisation partielle du travail et des choses matérielles. Donc, il va citer certains ordres qui ont pu jouer un petit rôle à une époque, mais globalement dans un contexte où le capitalisme était, de son point de vue, peu propice le catholicisme était peu propice au capitalisme parce qu'il y avait effectivement cette condamnation des choses matérielles. Autre point qui m'intéresse sur la réception de l'ouvrage, plutôt, c'est qu'aujourd'hui, ce livre est globalement considéré comme un livre antisémite. En tout cas, c'est un peu l'idée générale qui vient à l'esprit quand le grand public, quand il connaît le nom de Sombart, dit de lui. Mais quelle a été la réception de ce livre sous le Troisième Reich? Alors, deux choses. Déjà, avant le Troisième Reich, ce qui est intéressant, c'est que le livre n'a pas du tout été vu comme un livre antisémite à l'époque où il est paru. Sombart a même été très bien reçu dans beaucoup de milieux juifs à l'époque, et beaucoup de milieux juifs ont très bien reçu le livre. Pas tous, mais certains l'ont très bien reçu. Donc, il n'y a pas du tout le supposé antisémitisme du livre n'est pas du tout évident à l'époque. Et Sombart, d'ailleurs, dès l'introduction, dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits avant tout scientifiques. C'est pas de porter un jugement de valeur sur telle ou telle chose, c'est vraiment de comprendre presque scientifiquement les choses. Alors, par la suite, effectivement, sous le Troisième Reich, paradoxalement, le livre s'appelle de manière assez critique pour une raison assez intéressante. C'est que on voit Sombart, par exemple, a des pages très intéressantes dans le livre où il montre que, où il retrace les grandes vagues de richesse européenne, d'expansion commerciale européenne, et il montre que souvent ces vagues d'expansion commerciale sont liées au mouvement du peuple juif. Et par exemple, nous dit-il, en telle année, les Juifs sont exclus ou ont été renvoyés de telle ou telle région pour des raisons tierces, et ils vont, je sais pas, dans les Provinces-Unies, et on voit les banques, le commerce devenir florissant dans les Provinces-Unies, etc., etc. Donc, il retrace réellement cette histoire pour montrer que lorsque les Juifs arrivent, il y a un essor de ce qui s'apparente au capitalisme, donc des flux commerciaux, des flux bancaires, des flux financiers, etc. Ce qui vient en soutien de sa thèse. Mais effectivement, du point de vue de beaucoup de penseurs du Troisième Reich, cela était inacceptable. Ça consistait à dire, en gros, l'arrivée des Juifs, finalement, produit une sorte de croissance économique. Alors que d'autres voulaient dire, non, s'il y a plus de Juifs, ça va appauvrir peut-être un pays, etc. Bon. Donc, il a été pas mal attaqué sur ce point spécifique, effectivement. Oui, en fait, son idée, c'est que, parce que dans son livre sur le capitalisme moderne, on n'en a pas vraiment parlé, mais Sombart fait comment dirais-je, il fait une stratification des différentes époques, même au sein du capitalisme, entre un capitalisme des débuts, le frühkapitalismus, puis le capitalisme à son apogée et le capitalisme tardif. Et en fait, pour lui, l'activité commerciale juive a accéléré le passage de la forme du capitalisme primitif à un capitalisme plus avancé. Tout à fait. Et ça, c'est un point, par exemple, que Braudel reprendra très bien en montrant bien qu'effectivement, il y a différentes phases et le capitalisme se développe par vagues dans un contexte avant tout de certaines grandes villes qui, à certaines époques, incarnent un peu le côté le plus flamboyant du capitalisme, où apparaissent
des innovations en matière financière, en matière monétaire, en matière bancaire, en matière commerciale, et qu'ensuite tout ça se diffuse progressivement. Donc il y a effectivement tout un tas d'étapes qui préparent le capitalisme. Et comme tu as cité les époques, Sombart date réellement ce qu'il appelle le capitalisme moderne, comme commençant globalement au milieu du XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle, notamment en Angleterre, et notamment avec l'usage du charbon, qui est de plus en plus utilisé à l'époque. Mhm. Euh, alors, à moins que tu ne veuilles rajouter un dernier point sur cette question des origines religieuses du capitalisme, on va tout doucement passer à la seconde partie. Alors, peut-être un dernier point justement pour un peu lever une équivoque. On a dit que, on l'a rappelé toi et moi, que Sombart ne voulait pas dire que c'était l'esprit du judaïsme qui a créé le capitalisme, mais c'est au fond une des causes parmi d'autres qui a permis cet engendrement. Euh, un autre facteur ayant contribué à l'apparition de l'esprit capitaliste pour Sombart, c'est l'essor de l'État et de la guerre moderne. Est-ce que tu pourrais dire un petit mot là-dessus, peut-être pour terminer ce point? Oui, alors Sombart, effectivement, consacre même un volume entier en 1913, Krieg und Kapitalismus, à ce sujet-là. Évidemment, ce qui intéresse Sombart, et on revient à ces thèmes de jeunesse, c'est notamment le passage entre l'artisanat, qui produit des biens uniques et différenciés par des artisans presque personnels, à un monde de la grande entreprise qui produit des biens qui sont tous identiques, standardisés et de fait impersonnels. Quand on achète un meuble Ikea, il n'y a pas le nom de l'artisan qui l'a fait parce qu'il n'y a pas d'artisan qui l'a fait. Eh bien, Sombart montre bien que la demande, en tout cas, un des composants les plus importants de la demande moderne pour des biens standardisés, indifférenciés, produits en grande quantité, c'est les armées modernes. C'est qu'à un moment donné, quand on fait une armée moderne, eh bien, il faut 10 000 ou 100 000 vêtements du même type, j'en sais rien, véhicules du même type, armes du même type, etc. Et donc on perd, ça impose de passer à un mode de production non plus qualitatif, mais quantitatif. Et donc, de ce point de vue-là, il montre bien que l'essor de l'État moderne, des grandes commandes étatiques, la normalisation, la standardisation à l'échelle des États est un facteur qui a poussé à se séparer de ce monde de l'artisanat pour aller vers la grande entreprise capitaliste moderne. Alors, eh bien, très bien. Après cette, cette discussion donc, sur l'analyse du capitalisme par Werner Sombart, je propose qu'on passe à la deuxième partie de cet entretien, consacrée plutôt au dépassement du capitalisme et à cette idée de la troisième voie dont tu as dit un petit mot au début de cet entretien. Alors, la critique du capitalisme donc, sous-entend un dépassement du capitalisme. Or, quand on parle aujourd'hui de dépassement du capitalisme, on pense assez naturellement à Karl Marx et à la révolution communiste. Pourtant, nous avons vu que la perspective de Sombart est fort différente. Si le capitalisme est d'abord un esprit, est-ce que cela veut dire, dans sa perspective, qu'il faut lui opposer un autre esprit? Comment est-ce qu'il envisage la question? Alors oui, tout à fait, effectivement. Je crois que c'est un des points absolument importants, c'est que Sombart, en un sens, sait que les esprits sont propres à chaque époque et donc il n'y a aucune raison que l'esprit capitaliste dure indéfiniment. Donc un jour, il y aura un dépassement, mais ça ne sera un dépassement que spirituel. Si nous sommes devenus capitalistes le jour où nous avons commencé à voir le monde uniquement sous un prisme matériel, eh bien, nous mettrons fin au capitalisme le jour où nous cesserons de raisonner ainsi, de raisonner uniquement en termes de confort, de profit, d'utilité, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. En un sens, finalement, Sombart nous dit, alors il l'écrit jamais explicitement, mais en interpellant sans le trahir, on peut tout à fait dire, on peut faire toutes les révolutions matérielles qu'on veut, si les hommes restent les mêmes et si les hommes restent des êtres intéressés, tournés uniquement vers le confort, vers eux-mêmes, vers leur petit profit privé, eh bien, ils resteront fondamentalement capitalistes. Donc ça, je crois que c'est vraiment une idée centrale et qu'on retrouve d'ailleurs lorsqu'il compare l'expérience soviétique avec l'expérience capitaliste.
où il dit finalement les deux sont des matérialismes. Il a des phrases, par exemple, où il dit finalement un haut fourneau avec 1000 travailleurs aux États-Unis, c'est quasiment exactement le même qu'un haut fourneau avec 1000 travailleurs en URSS. Et donc, il n'y a pas fondamentalement de différence. Ça reste des témoignages, des symboles de deux mondes finalement très identiques quant à l'esprit qui anime les individus. Pour lui, l'alternative marxiste que constitue le socialisme prolétarien matérialiste, en fond, n'est pas une alternative. Exactement. Et ça, la première partie donc, de son grand livre sur le socialisme allemand est vraiment très claire, où il dit les deux, capitalisme et socialisme prolétarien ou marxiste, sont des produits de l'ère économique. Les deux ne voient le monde que sous un prisme strictement économique au sens matériel. Et donc, ce n'est pas des alternatives, c'est presque les deux faces d'une même pièce. Mmh. Une petite question qui me vient à l'esprit, puisque souvent on parle de l'esprit du capitalisme pour définir la modernité. Si je ne crois pas me tromper, j'ai l'impression que certaines personnes à son époque l'avaient même qualifié de réactionnaire, de proposer une sorte de socialisme réactionnaire. Est-ce que tu dirais que cette étiquette est juste ou elle passe à côté? Alors, je pense qu'il y a un fond de vrai, à savoir que c'est un point sur lequel Sombart a sûrement un petit peu évolué. Quand on disait, autant je suis très contre l'idée qu'il y ait une rupture fondamentale dans la pensée de Sombart. Comme tu le disais en introduction, beaucoup de gens ont vu une rupture très forte entre un Sombart, pour faire simple, de gauche dans sa jeunesse et un Sombart de droite dans ses vieux jours. Je crois au contraire qu'il y a beaucoup de continuité, beaucoup d'éléments de très grande cohérence dans son œuvre, mais il y a évidemment des infléchissements. Et ça, c'est un infléchissement assez notable. Dans ses écrits vraiment de jeunesse, on lit assez peu disons, de nostalgie pour un monde plus communautaire, plus enraciné, plus traditionnel. Et au fil des années, dès le milieu des années 1900, 1905-1910, on commence à voir sous sa plume une sympathie beaucoup plus grande pour ce monde un peu disparu. Alors, Sombart n'est pas un pur nostalgique, mais il a une tendresse, évidemment, pour ce monde disparu, pour ce monde artisanal, pour ce monde. Et à la fin de sa vie, il écrit même en préface donc, du dernier volume du capitalisme moderne en 1926-1927, il écrit texto quasiment, on sait aujourd'hui que le capitalisme n'a rien apporté de bon et n'apportera jamais rien de bon. Et évidemment, quand il écrit ça, il le compare au monde pré-capitaliste, au monde de l'artisanat, de la communauté, etc. Donc il y a effectivement ce côté un peu nostalgique, mais qui, je crois, n'est pas dominant, n'est pas central. Son grand livre sur le socialisme allemand n'est pas un livre avant tout nostalgique, c'est un livre tourné vers l'avenir et vers la prise en compte aussi des enjeux de son temps. Ce qui est d'ailleurs frappant, c'est que Sombart, par exemple, quand éclate la crise de 29 et la Grande Dépression, a des écrits tout à fait actuels, très intéressants pour essayer de comprendre la signification précise du moment dans lequel il se trouve et pour essayer de penser l'avenir du capitalisme. Il prononce une conférence qui a ce titre, non pas du tout à l'aune d'un passé idéalisé, mais à l'aune du monde qu'il peut observer. Donc je crois qu'il faut distinguer la sensibilité avec l'analyse économique et théorique. Et là, il n'y a plus réellement de nostalgie là-dedans. D'accord. Mmh. On va dire un petit mot de son livre sur le socialisme allemand, qui est une de ses œuvres tardives. Juste avant, je propose qu'on parle d'un autre écrit de Sombart sur cette question justement de l'esprit à opposer à l'esprit du capitalisme, un écrit qui a été rédigé pendant la guerre, si je ne me trompe pas, qui est consacré aux figures types, aux archétypes, si on veut, aux idéal types pour parler dans le langage weberien, du marchand et du héros. C'est le texte Händler und Helden, marchand et héros. Ce texte contient un passage assez explicite sur cette opposition d'esprit. Je l'avais déjà cité d'ailleurs dans une de mes premières vidéos. Je vais lire ce passage ici. Donc Werner Sombart écrit: Le marchand et le héros
ils constituent les deux grandes oppositions, les deux pôles de toute l'orientation humaine. Le marchand entre dans la vie en lui disant « Que peux-tu me donner ?» Il veut prendre, il veut en échange du moindre effort avoir le plus possible, il veut conclure avec la vie une affaire avantageuse. Bref, il est pauvre. Le héros entre dans la vie en lui demandant « Que puis-je te donner ?» Il veut faire des cadeaux, il veut se dépenser sans contrepartie. Bref, il est riche. Nous pouvons encore dire que la mentalité mercantile tourne autour de l'intérêt, la mentalité héroïque autour de l'idée. L'essence de celle-là est de réclamer, l'essence de celle-ci est de se sacrifier. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur cette opposition fondamentale? Oui, donc, comme tu le disais, donc Sombart écrit ce petit livre, enfin, cette brochure, ce petit livre en 1915, donc pendant la première année de la Première Guerre mondiale. Évidemment, à l'époque, Sombart est une personne très en vue. Il a évidemment plus l'âge de s'engager militairement, donc il s'engage uniquement par des conférences et par les idées. Et ce petit livre, en fait, reprend des thèmes qu'il a développés dans certaines conférences qu'il a faites pour soutenir un peu l'opinion publique allemande dans les premiers mois de la guerre, où on pense encore que la guerre sera courte. Personne ne pense que les tranchées dureront 4 années, ce qui peut en partie expliquer certaines outrances, certains propos qu'il écrirait plus forcément par la suite. Bien. Mais par-delà cette dimension purement contextuelle, effectivement, l'opposition du marchand et du héros est tout à fait centrale chez Sombart, et il la réaffirmera par la suite dans des écrits beaucoup plus sérieux, beaucoup plus universitaires, et jusqu'à la fin de sa vie, il gardera un grand attachement à cette opposition, où il a effectivement d'un côté finalement deux hiérarchies de valeurs. D'un côté, les valeurs purement quantitatives, celle du marchand, celle du bourgeois, c'est la même chose fondamentalement, qui ne s'intéresse qu'à lui-même, qu'à son propre profit, qu'à sa propre utilité, qu'à son confort. Et de l'autre côté, la dimension, ce qu'il appelle héroïque de la vie. Dans d'autres livres, il parle du tempérament seigneurial, qui en fait s'apparente en grande partie à la mentalité précapitaliste, c'est-à-dire une mentalité tournée vers des valeurs qualitatives de courage, d'honneur, etc., peut-être de sagesse, etc. Ce qui est intéressant évidemment dans cet ouvrage de guerre, c'est que Sombart ne lit plus l'opposition entre marchand et héros de manière chronologique, si l'on peut dire, en disant bah, finalement il y avait une mentalité précapitaliste avant qui a changé vers une mentalité capitaliste maintenant, mais il les lit de manière synchronique. C'est-à-dire qu'il dit finalement il y a dans le monde deux types qui coexistent, il y a des marchands et il y a des héros, et il appartient à chacun d'entre nous d'être marchand ou héros. Et alors, dans le contexte de la guerre, Sombart assigne même, en tout cas attribue ces traits de caractère à des pays en associant notamment le trait du marchand au monde anglais et le caractère du héros au monde germanique, en disant finalement le peuple germanique est un peuple qui a été beaucoup plus rétif vis-à-vis du progrès des seules valeurs matérielles utilitaires, utilitaristes, et qui est resté beaucoup plus attaché à la communauté, à l'idéal prussien, etc. Et donc, c'est un peuple fondamentalement de héros en guerre avec un peuple de marchands qui a vu l'essor de toutes les théories utilitaristes, libérales, capitalisme, économique, etc., modernes. Et donc, il fait du conflit mondial, enfin de la guerre en tout cas, un conflit presque entre valeurs. Il a même cette phrase que je cite de mémoire où il dit toutes les grandes guerres sont des guerres de religion. Et ce qu'il entend par là, c'est que la Première Guerre mondiale est aussi une guerre de religion, au sens une guerre entre hiérarchies de valeurs. Et il dit finalement l'enjeu du conflit mondial, c'est pas de savoir si la frontière bougera de 50 km ou pas. Non, c'est de savoir si demain le monde sera dominé par des valeurs marchandes ou par des valeurs héroïques. Et donc il lit l'actualité sous ce prisme-là. Après la guerre, je ne vais pas dire qu'il reniera cela, mais il sera un peu sceptique le jour où la question de la reddition se posera. Mais par contre, il restera très attaché à cette opposition entre marchands et héros, ou entre bourgeois et mentalité précapitaliste, et il la réaffirmera à de très nombreuses reprises. Mhm. Oui, pour aller dans ton sens,
Euh, dans Le Bourgeois, aussi dans son livre Le Bourgeois, il fait état d'une opposition similaire. Il oppose le bourgeois non pas au héros, mais à la mentalité seigneuriale. Si je me souviens bien, c'est le terme que tu as employé. Et justement, pour définir cette mentalité seigneuriale, il l'a définit comme étant un tempérament érotique. C'est un mot qui revient quelques fois, pas très souvent, mais dans quelques pages. J'ai sélectionné le passage justement parce que je trouve qu'il est assez beau dans sa manière d'opposer ces deux esprits. Werner Sandberg écrit ceci: en y regardant de près, on a l'impression que l'opposition entre ces deux types fondamentaux repose, en dernière analyse, sur une opposition de vie érotique, car il est évident que celle-ci domine l'ensemble de la conduite humaine comme une puissance supérieure et invisible. Le tempérament bourgeois et le tempérament érotique constituent pour ainsi dire les deux pôles opposés du monde. Nous pouvons dire, d'une façon générale, qu'entre un bon bourgeois et un tempérament érotique, de quelque degré qu'il soit, il existe une opposition irréductible. On considère comme la principale valeur de la vie ou l'intérêt économique, au sens le plus large du mot, ou l'intérêt érotique. On vit pour l'économie ou pour l'amour. Vivre pour l'économie, c'est épargner. Vivre pour l'amour, c'est dépenser. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors oui, effectivement, les termes sont un peu inattendus, disons. Mais je crois que, de manière générale, ce que Sombart veut souligner, et ça, il l'a fait à de nombreuses reprises dans son œuvre, c'est qu'il y a dans le monde précapitaliste toujours un composant qui dépasse la seule rationalité et le seul calcul. Et par exemple, il a encore une phrase que je cite de tête, mais où il dit, dans Le Bourgeois également, pour que le capitalisme puisse naître, eh bien, il fallait que l'homme exubérant, l'homme qui ne comptait pas toujours, l'homme qui avait des foucades amoureuses, par exemple, qui partait la fleur au fusil faire un tournoi ou un combat chevaleresque, etc. Fallait que toute cette dimension un peu exubérante et irrationnelle de la vie s'efface pour laisser place au seul calcul. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre ce concept d'érotisme qu'a son ici, qu'il ne faut évidemment pas réduire uniquement à l'érotisme sexuel, mais je crois qu'il montre cette dimension esthétique presque et non utilitaire de la vie. C'est un aspect qui, lui, l'intéressera beaucoup. Ouais. Oui, tout à fait. Dimension érotique, esthétique, poétique, même d'une certaine Poétique, manière. tout à fait, ouais, ouais. Euh, alors, je propose qu'on dise quelques mots des deux dernières grandes œuvres de Werner Sombart, donc le socialisme allemand. Tu as déjà mentionné ce livre quelques fois et son dernier ouvrage, je pense, De l'homme, Vom Menschen. Tout d'abord, le socialisme allemand. Bon, évidemment, quand on parle de socialisme allemand aujourd'hui, surtout que le livre est rédigé en 1933 ou 1934, je crois, on pense au socialisme national, au national-socialisme de l'époque. Or, c'est une vision quand même assez différente. Le socialisme de Werner Sombart est très différent du national-socialisme hitlérien. Est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus? D'ailleurs, je crois que le livre a été très mal reçu, une fois encore, par le parti. Exactement. Alors, donc, le livre, déjà pour le situer historiquement, parce que là, les dates sont très importantes, le livre paraît en 1934. Et donc, évidemment, un an après l'arrivée au pouvoir du régime national-socialiste. Donc, certains, rétrospectivement, ont pu dire, eh bien, c'est finalement la tentative de Sombart de s'imposer comme l'idéologue du régime, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Le livre, tu l'as dit, est très mal reçu, déjà pour tout un tas de raisons, mais globalement, le livre propose une vision du monde social qui est très différente de la vision purement nazie. Et par exemple, le journal du parti, le Völkischer Beobachter, sera très critique en disant ben non, il y a il y a un seul socialisme national et c'est celui d'Hitler. Et il n'y a pas de place pour d'autres visions alternatives du socialisme national. Donc l'ouvrage sera assez mal reçu, assez mal diffusé d'ailleurs à l'époque. Mais pourrait-on se dire, n'y a-t-il pas de fumée sans feu? Et pourrait-on se dire, bah, finalement, est-ce que le terme lui-même
de socialisme allemand n'est pas suspect, n'est pas condamnable en tant que tel. Et là, je crois qu'il y a un anachronisme à ne pas faire. Et Alain de Benoît, qui avait préfacé la réédition française de l'ouvrage, a mis les choses très clairement au point. L'expression de socialisme national date du 19e siècle. Ce n'est pas qu'une histoire extrêmement longue. Et en fait, autant Marx, comme on l'a rappelé en début d'émission, a toujours eu une vision du socialisme qui faisait abstraction des frontières, autant quantité d'auteurs ont toujours eu une vision du socialisme qui devait prendre place au sein de pays particuliers, donc dans un cadre national. Et donc cette idée d'un socialisme, une histoire extrêmement longue au sein du mouvement socialiste et au-delà, et n'est pas du tout réductible au Troisième Reich. Et c'est en grande partie à cette tradition que son Barthes se rattache, dans un contexte en plus tout à fait spécifique à la révolution conservatrice, qui est dans ces années 1920 puis 1930, il y a un nombre absolument considérable d'auteurs qui sont précisément en quête de cette troisième voie entre socialisme, marxiste, prolétarien et capitalisme, et quasiment tous, ou en tout cas un très grand nombre, vont précisément parler de socialisme national, de socialisme allemand ou prussien. Spengler, par exemple, écrit un livre tout à fait intéressant qui s'appelle Prussianité et socialisme, où il écrit, là encore je le cite approximativement de mémoire, où il dit le socialisme bien compris et les valeurs prussiennes traditionnelles, c'est la même chose. Voilà ce que dit Spengler. Müller von den Bruck a également des écrits tout à fait similaires sur ce sujet-là. Donc, il y a tout un débat bien avant son Barthes, bien avant, enfin en tout cas bien avant le Troisième Reich, sur ce sujet du socialisme allemand, de ce qui peut faire un socialisme allemand, et son Barthes s'inscrit là-dedans sans lien étroit ou direct avec le Troisième Reich. Ça, c'est vraiment une mécompréhension ex post et c'est vraiment s'abstraire de toute complexité dans la compréhension de l'histoire que d'affirmer le contraire. Mais alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce que Werner Sombart entend par le terme socialisme, en fait? Alors, je crois que c'est vraiment, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'idée d'un monde qui dépasserait le seul individualisme moderne et qui retrouverait une dimension beaucoup plus communautaire. Alors, au niveau national ou à des niveaux plus locaux, mais il décrit réellement le monde allemand comme un monde avant toute communauté. Et évidemment, dans sa perspective, dès lors qu'on pense socialisme, il n'y a pas de socialisme abstrait qui serait vrai pour tous les pays, mais il n'y a qu'un socialisme qui doit être conforme à l'esprit des peuples, et donc, dans son cas particulier, conforme à l'esprit prussien, à l'esprit allemand. Et donc, c'est pour ça que dans son livre, il a des parties tout à fait intéressantes où il se pose la question de dire qu'est-ce que c'est qu'être allemand, qui d'ailleurs est encore une question qui n'est pas uniquement chez Sombart, mais qu'on retrouve à l'époque chez quantité d'auteurs qui s'interrogent beaucoup sur ce que sont les valeurs prussiennes, ce que sont les valeurs germaniques. Il faut évidemment se rappeler que tout ça prend place dans un contexte où le Deuxième Reich s'est terminé après la Première Guerre mondiale, où le régime de Weimar est un régime extrêmement affaibli, qui est vécu comme une rupture extrêmement traumatique pour le peuple allemand, et donc où il y a une interrogation presque identitaire fondamentale sur ce que sont les valeurs fondamentales allemandes avec lesquelles il conviendra éventuellement de renouer. Et donc Sombart, parmi plein d'autres, s'inscrit dans ce débat et essaie de penser ce terme assez abstrait, assez général de socialisme comme monde de la communauté ou des liens qui dépassent l'individu, mais dans un contexte spécifiquement allemand. C'est ça, oui. Le socialisme, c'est au fond l'incarnation d'un mouvement de sortie ou de dépassement de l'ère strictement économique et du pur individualisme pour revaloriser l'esprit communautaire. Exactement, exactement.
Très bien. Et donc le socialisme allemand a été écrit en 1934, tu l'as rappelé, et quelques années après, je crois en 1938, Werner Sombart publie, ou en tout cas s'attaque à sa dernière grande œuvre qui s'intitule Vom Menschen, qui est une œuvre qui s'inscrit dans le courant de l'anthropologie philosophique. Alors quand on parle d'anthropologie philosophique, on pensera plutôt à Max Scheler ou à Arnold Gehlen. Quelle est la place de Werner Sombart dans ce courant? Alors, aujourd'hui, c'est probablement un des livres les moins lus de Sombart. D'ailleurs, Il il a- était très peu lu à l'époque parce qu'il a été interdit de diffusion par le régime nazi, donc il a jamais été beaucoup lu. Et objectivement, c'est probablement pas son livre le plus important. Sombart est déjà assez âgé quand il l'écrit, il a plus de 70 ans. Il a un projet extrêmement ambitieux. Il a un projet en 3 volumes à l'origine, on n'en verra qu'un seul, mais qui est un projet proprement d'anthropologie, qui est une science à laquelle il avait peu touché jusqu'alors. Mais il s'inscrit dans un mouvement, comme tu le rappelais, d'anthropologie philosophique qui est assez bien identifié, où en fait il s'agit de fondamentalement repenser l'homme et la nature de l'homme après toutes les grandes évolutions anthropologiques modernes, où l'homme, par exemple, ne peut plus être pensé uniquement comme créature divine parce il y a eu Darwin. Et la question se pose d'abord, est-ce que c'est donc du coup purement un être biologique? Est-ce que l'homme est uniquement, disons, une grenouille sophistiquée ou un singe sophistiqué, ou est-ce que c'est autre chose? Et donc, cette question est évidemment très importante à l'époque moderne. Enfin, à l'époque où écrit Sombart. Et donc, lui, ce qu'il va proposer, et ça, je crois que cette idée-là est quand même très importante, c'est qu'il y a un lien très fondamental entre l'anthropologie que Sombart élabore à l'époque et tous ses écrits antérieurs, à savoir que Sombart va dire fondamentalement, le grand trait caractéristique de l'homme, c'est précisément le Geist, c'est qu'il y a un esprit qui baigne nécessairement l'homme, et l'homme n'est homme que parce qu'il appartient à un Geist particulier, que parce qu'il est baigné dans une atmosphère culturelle, dans une hiérarchie de valeurs qui à la fois le fait croître, détermine ses comportements, etc. Et donc il a vraiment une anthropologie fondée sur ce concept de Geist et qui donc est parfaitement cohérente avec tous ses travaux antérieurs. Et donc, je le disais, cette anthropologie, donc précisément parce qu'elle se montre sur le Geist beaucoup plus que sur les facteurs, par exemple, strictement raciaux, même si son Barthes ne nie pas que la race ou les facteurs ethniques aient une importance qui existe, mais il dit que ce n'est pas suffisant. Il y a aussi ces facteurs culturels propres à l'esprit et l'esprit du peuple, l'esprit du temps, qui déterminent l'homme. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui, je crois, est le plus intéressant dans ce livre, c'est Sombart montre finalement ce qu'il appelle une sorte de déshumanisation de l'homme, ou qu'on pourrait dire de mécanisation de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Précisément, Sombart nous montre que ce qui définit l'homme, donc, c'est le Geist, cette incorporation dans une totalité culturelle qui détermine en partie les comportements, les actions, qui permet aux hommes de lire le monde et de s'inscrire dans un mouvement culturel, dans un mouvement populaire, de peuple. Et bien, nous dit-il, à l'époque moderne, les hommes agissent de moins en moins en fonction de ce Geist, mais agissent de plus en plus de manière purement mécanique, en fonction de paramètres techniques, de conditionnements bureaucratiques ou autres. Et donc, il y a une mécanisation de l'homme ou une automatisation de l'homme, où l'homme devient purement un être qui agit non pas en fonction de facteurs culturels, mais en fonction de facteurs techniques, bureaucratiques, abstraits, impersonnels. Et il en résulte finalement effectivement cette déshumanisation. Et là, je crois qu'il y a vraiment une intuition tout à fait importante pour lire l'époque moderne. D'accord. Euh, on va s'acheminer tout petit à petit vers la fin, mais alors j'aimerais bien te poser une petite question sur la place qu'occupait Werner Sombart dans ce courant qu'on appelle la révolution conservatrice allemande. On considère généralement que Werner Sombart est une des figures majeures de ce mouvement. Un des économistes avec Ottmar Spahn
qui a exercé la plus grande influence sur ce courant. Quelle est sa place dans ce dernier, selon toi? Est-ce qu'on peut faire état de rapports amicaux, critiques ou intellectuels avec d'autres grandes figures? Tu as cité Oswald Spengler, Müller van den Bruck ou encore Carl Schmitt, par exemple. Alors, oui et non. Alors, je pense que le premier point qui est important et qu'on souligne assez peu, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à parler de la révolution conservatrice comme d'un tout, d'un mouvement d'idées presque, enfin, au moins en partie unifié. Je pense que ça n'a jamais existé comme tel à l'époque. C'est-à-dire que Ex-Post, une clé de lecture extrêmement importante, mais il n'y a jamais eu à l'époque, évidemment, un mouvement qui s'est appelé organisé, où les gens se rencontraient dans des cercles. Voilà. Il y a eu une floraison de mouvements différents. Et Sombart a été effectivement proche de certains d'eux. Je pense en particulier à sa deuxième femme, qui était beaucoup plus jeune que lui, Corina Leon, une roumaine, et qui organisait chez lui à Berlin un salon auquel participait Carl Schmitt, auquel Junger également est venu, et d'autres, les frères Junger d'ailleurs, les deux. Et donc, de ce point de vue-là, Sombart a effectivement été en contact avec d'autres auteurs qui sont habituellement associés à cette révolution conservatrice. Ses ouvrages ont été assez abondamment lus dans les milieux révolutionnaires conservateurs. Et puis, Sombart a toujours joué, en tout cas dès qu'il a été un minimum célèbre, a toujours joué un rôle public assez important en contribuant à des journaux, à des débats publics. Et donc, de ce point de vue-là, il a effectivement joué un rôle important dans cette mouvance. D'accord. Mais quelle est la postérité de Werner Sombart aujourd'hui? Dans quelle mesure son œuvre a-t-elle influencé les économistes, les historiens ou les sociologues qui l'ont succédé? Alors, dans l'ouvrage, j'essaie de faire un petit exercice sur les traductions, qui est un moyen évidemment de mesurer la postérité. Et ce qui est très frappant, c'est qu'autant Sombart a été immensément célèbre de son vivant, autant sa postérité, dès sa mort, est beaucoup plus faible. Et par exemple, on voit les traductions baisser considérablement. Elles ne disparaissent pas évidemment complètement, mais elles se raréfient considérablement dès les années 1940, enfin dès après sa mort. Alors si on veut aller un peu plus loin, il faut se poser la question, ce que je fais dans l'ouvrage, en distinguant la postérité chez les économistes, chez les historiens, chez les sociologues. Alors chez les économistes, on peut dire que malheureusement, elle est assez faible. Donc il nous lègue à la fois des choses très importantes, évidemment, le terme même de capitalisme, c'est à lui qu'on le doit. Mais comme on le disait au début, malheureusement, la science économique aujourd'hui reste très largement dominée par les postulats néoclassiques, par l'idée que l'ambition de l'économie, c'est de trouver des lois abstraites, des lois presque mécaniques qui régissent les marchés, qui régissent l'économie. Et donc, de ce point de vue-là, Sombart est ignoré de beaucoup d'économistes actuels, même si ceux qui s'intéressent spécifiquement à la pensée économique le gardent évidemment toujours en mémoire. Chez les historiens, le bilan est un peu meilleur. Alors, Sombart n'a jamais été considéré par les historiens comme réellement l'un des leurs. Ses écrits sont avant tout historiques, c'est avant tout de l'histoire qu'il a fait toute sa vie, mais il n'était pas considéré comme historien. D'ailleurs, il ne revendiquait pas d'être historien pour une raison simple, c'est que Sombart, par exemple, n'est jamais allé dans des archives trouver des documents inédits. Il ne travaillait quasiment que sur des sources secondaires et il n'a jamais prétendu réellement apporter des éléments nouveaux qui n'étaient pas dans ces sources secondaires. Par contre, ce qu'il proposait, c'était une lecture théorique nouvelle de l'histoire. Et ça, c'est très important. C'est qu'il n'a jamais prétendu dire bah, tiens, j'ai trouvé tel document d'archives nouveau, mais il disait je prends un très très grand nombre de faits. Et effectivement, ces livres abondent en sources, en documentation. Il avait une bibliothèque immense et il offrait des clés de lecture nouvelles. Et il nous dit voilà, une clé de lecture du monde précapitaliste, c'est ça, une clé de lecture du monde capitaliste, c'est ça, etc. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté historique pour Sombart, qui n'est donc pas historien au sens strict, mais qui a marqué la pensée historique de ce point de vue-là. Et ceux chez qui il aura probablement l'influence la plus grande, c'est toute l'école des annales, qui apparaît donc dès les années 1920-1930,
avec donc évidemment l'ambition pour les annales, chez des gens comme Lucien Febvre et puis avant tout Fernand Braudel, d'étudier les structures sociales, les structures démographiques, économiques sur la longue durée. Et quelqu'un comme Braudel, par exemple, sera un lecteur fervent de son Barthes. Je crois que si on prend l'ensemble des auteurs que Braudel cite dans toute son œuvre, Marx est numéro 1 et son Barthes est numéro 2 parmi les milliers d'auteurs cités chez Braudel. Donc la postérité, là, est quand même tout à fait importante. Et puis, enfin, chez les sociologues, la postérité existe également, c'est-à-dire que tous ceux qui s'intéressent à la naissance de la sociologie citent évidemment son Barthes parmi Weber, parmi Tönnies, parmi Simmel en Allemagne, tous des auteurs que Barthes a côtoyés, a lus, a connus, avec qui il a correspondu. Et par ailleurs, certaines questions en sociologie lui restent étroitement associées. Par exemple, on a cité brièvement en début d'entretien le livre de Barthes sur pourquoi il n'y a pas de socialisme aux États-Unis. Eh bien, certains sociologues qui s'intéressent à cette question-là parlent toujours aujourd'hui de la question de Barth's question, pour désigner précisément cette question en sociologie. J'avais lu également, corrige-moi si je me trompe, que Schumpeter avait repris à Werner Sombart son concept d'innovation destructrice. Est-ce que c'est vrai? De destruction créatrice. De destruction créatrice, oui. Oui, tout à fait. Alors effectivement, Schumpeter avait, semble-t-il, beaucoup lu son Barthes. L'expression ou l'idée se trouve déjà chez son Barthes. Donc, il est en effet assez probable que Schumpeter l'ait reprise sans forcément citer son Barthes. À propos de Schumpeter, un point qui est assez étonnant également, c'est que Schumpeter est aussi l'auteur d'une monumentale histoire de l'analyse économique en 3 volumes très, très denses et très serrés, et que le nom de son Barthes n'apparaît quasiment pas, je crois, il doit être cité une fois, ou enfin, vraiment très peu. Donc, Schumpeter ne s'est pas du tout intéressé à son Barthes dans son histoire de l'analyse économique. Il ne le cite pas sur la destruction créatrice, mais il semblerait qu'il soit effectivement inspiré de son Barthes sur ce point. Ouais. D'accord. Eh bien, je propose que nous terminions cet entretien ici. Nous pourrions le terminer sur un petit conseil de lecture. Alors, pour les auditeurs qui aimeraient découvrir la pensée de Werner Sombart plus en détail, personnellement, je leur recommanderais de lire tes livres, de lire ton Qui suis-je aux éditions Pardès, qui est vraiment remarquable et extrêmement didactique. Ensuite, le numéro de Nouvelle École, qui a vraiment des articles extrêmement intéressants sur justement la question du capitalisme, l'avenir du capitalisme. Il y a un texte de Werner Sombart là-dessus. La question de l'opposition entre marchands et héros, encore la question de Sombart, les Juifs et la vie économique. Mais pour ceux qui voudraient lire des livres de Sombart directement, quels sont les livres que tu recommanderais? Est-ce que, par exemple, son étude colossale sur le capitalisme moderne est encore d'actualité et lisible, ou est-ce que tu conseillerais d'autres ouvrages? Alors, évidemment, quand on s'intéresse à Sombart, en l'occurrence, il faut savoir dans quelle langue on a envie de le lire, parce que tout n'est pas traduit. Et un des grands drames de Sombart, c'est que son plus grand livre, à savoir Le capitalisme moderne, n'est traduit dans à peu près aucune langue. Il n'est pas traduit en français, ou en tout cas pas intégralement. Il n'y a qu'un des volumes qui est traduit. Il n'est pas traduit en anglais. Il y a une édition abrégée italienne, et en allemand, il est plus réédité. Alors, il se trouve, mais il est plus réédité. Ce n'est pas forcément le meilleur point d'entrée de toute façon. Je pense que les 2 points d'entrée les plus naturels, c'est soit, si on est un profil un peu plus politique, c'est son ouvrage sur le socialisme allemand. Je pense que dans le socialisme allemand, et notamment dans la première partie est vraiment absolument lumineuse sur l'opposition ou la connivence presque entre capitalisme et marxisme prolétarien. Ça, c'est vraiment, je crois, des pages absolument lumineuses et très intéressantes, très accessibles également. Sinon, pour s'intéresser au capitalisme, probablement son ouvrage sur le bourgeois, qui est à la fois un très bon livre, avec certains
euh, euh, travers potentiellement un peu propre à son Barthes, c'est-à-dire que la méthode même de son Barthes fait qu'il est très porté à multiplier les sources, à multiplier les références, à multiplier parfois un peu les chiffres. Et le lecteur non préparé peut être un peu assommé par tout ça des fois. Ça, c'est, je crois, quelque chose qui rend la lecture un peu plus compliquée. C'est pour ça, je pense qu'il faut aborder l'œuvre parfois un peu préparé. Et c'est l'ambition que j'ai eue en écrivant notamment mon Qui suis-je. Mais ça reste un ouvrage qui fourmille d'intuitions tout à fait importantes, de phrases tout à fait intéressantes. Donc, probablement soit le bourgeois, soit le socialisme allemand. Très bien. En tout cas, je mettrai en description de la vidéo des liens pour se procurer les différents livres à l'origine desquels les livres dont tu as patronné l'édition. Euh, Peut-être pour terminer, est-ce que les auditeurs peuvent te suivre quelque part sur les réseaux sociaux s'ils s'intéressent à ton travail? Alors, uniquement sur Twitter. Ouais. Très bien. Bah, je mettrai également un lien vers ton compte Twitter là. Écoute, Guillaume, j'ai pris un grand plaisir à faire cet entretien avec toi. J'espère que c'est réciproque. Je te Évidemment. remercie. Je te remercie vraiment pour d'avoir accepté cette invitation. J'espère que les auditeurs auront apprécié tes développements sur Werner Sombart et que tu auras attisé leur curiosité. Aux éditeurs, eh bien, je vous demanderai de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo si cet entretien vous a plu pour aider au référencement de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite et n'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les réflexions que ça a suscité en vous. Je pense que ça intéressera beaucoup Guillaume et moi-même. Voilà, je vous dis donc un grand merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.